Nous sommes ici à Paris, au musée consacré à l'histoire de Paris, le musée Carnavalet. Et nous sommes ici chez Marcel Proust, dans la chambre où il a écrit la majeure partie de son grand œuvre à la recherche du temps perdu. Et nous allons, en compagnie d'une des meilleures spécialistes de cet écrivain, Laure Murat, essayer de comprendre comment résister avec intelligence et ténacité aux époques dégueulasses. Celles où des pouvoirs autoritaires, des pouvoirs injustes, des pouvoirs sexistes, homophobes, masculinistes, impérialistes, capitalistes, sauvages, extractivistes, essayent de faire reculer nos idéaux d'émancipation, d'égalité et de justice. Bienvenue à l'échappée. Bonjour Laure Murat, bienvenue à l'échappée. Alors on va expliquer pourquoi on se trouve ici, dans la chambre de Marcel Proust, au musée Carnavalet à Paris. Mais je voudrais commencer par cette citation qui donne le titre de votre dernier essai, qu'on va visiter comme d'autres de votre œuvre très abondante. C'est une phrase d'Antonin Artaud, poète, théoricien du théâtre, auteur de théâtre, oublié, une sorte de damné de la littérature, qui disait d'ailleurs que son théâtre devait être un théâtre de la cruauté. Et cette citation, elle nous parle. C'est en ce moment, pour moi, pour nous, une sale époque. Toutes les époques, d'ailleurs, sont dégueulasses dans l'état où je suis. Donc, on va y venir, à ces époques dégueulasses, d'autant plus qu'elles vous ont amené à vous déplacer, vous qui vous êtes déplacé beaucoup dans votre vie, dans vos échappées d'émancipation, de liberté, puisque le pays que vous aviez adopté, que vous aimiez, j'allais dire les États-Unis, mais en fait la Californie et plus particulièrement Los Angeles, vous enseignez à l'UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, en littérature française, et Trump, sa réélection, le fait qu'il soit à nouveau au pouvoir, vous a amené à quitter ce pays. Mais j'en viens à Proust et on commence par ça. Proust, roman familial, qui est, je le recommande à toutes les jeunes générations, c'est en poche aujourd'hui, ça a eu le prix Médicis en 2023, et pour moi ça a été un choc. En fait, c'est un livre où vous expliquez pourquoi l'œuvre de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, vous a sauvé, et vous a sauvé dans un chemin qui m'a bluffé. Alors, j'explique. Vous êtes une princesse Murat, Laure Murat. Vous êtes descendante du côté de votre père, de Joachim Murat, qui était un fils d'aubergiste, mais qui est devenu un maréchal d'Empire jusqu'à être un roi de Naples, et le beau-frère de celui qui l'a fait maréchal, Napoléon Bonaparte. Ça, c'est la noblesse d'Empire, ce qui prouve que les aristocraties peuvent toujours se recréer, même par les révolutions ou les contre-révolutions. Et puis de l'autre côté, du côté de votre mère, c'est les De Luynes. Alors, on remonte aux favoris de Louis XIII. Donc, la noblesse d'Empire, la vieille aristocratie. Et ce que vous racontez en cheminant avec Proust, c'est comment cet héritage, vous l'avez fait éclater. Vous vous en êtes débarrassé en affirmant cette chose toute simple, cette phrase toute simple, essentielle, décisive, que je vais lire et qui est au cœur de votre chemin de liberté. Mon destin, on me l'a assez répété, était de me marier et d'avoir des enfants. Un bon mariage, hein, voilà. D'ailleurs, vous le dites, à 88 ans, Proust, s'il avait vécu jusque-là, aurait été au mariage de vos parents dans cette société qu'il déconstruisait dans toute son œuvre. Réponse, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié, je vis avec une femme, je suis professeur d'université aux États-Unis, je vote à gauche et je suis féministe, j'allais dire, en lisant ça, et je vous emmerde. Vous avez lu dans mes pensées. C'est ma façon. Voilà, donc je voulais juste que vous nous fassiez
oralement partagé à cette échappée, parce que c'est un héroïsme formidable de se débarrasser de ce poids-là. Alors, je ne dirais pas héroïsme dans mon cas, je dirais que c'est un travail, et Proust m'a beaucoup aidé dans ce travail parce qu'il m'a dessillé. Et plus j'avance en âge, plus je me dis que le gros problème de nos sociétés, c'est le déni. Et il m'a fait sortir d'une forme de déni, et il m'a éclairé sur la réalité de cette aristocratie qui est très prestigieuse, qui a beaucoup, j'allais dire, de lettres de noblesse, mais enfin, bon, qui s'est illustrée sur les champs de bataille, qui a participé au patrimoine français, etc., etc., et qui, en même temps, bardée de toutes ces valeurs, est en quelque sorte tout à fait contre-productive dans toutes les valeurs auxquelles moi je crois, hein, et qui sont celles de l'émancipation. Donc Proust m'a littéralement ouvert les yeux en me montrant que sous couvert de prestige, il y avait là des gens très souvent vulgaires, brutaux et pas bien malins. Parce que votre livre aussi, c'est un appel à tous ceux, et j'en étais, qui y commencent, et puis ils ne vont pas au-delà du premier chapitre, et vous dites, mais continuez, continuez, parce que c'est une œuvre de décilement. Ces 3000 pages, derrière tout ça, en fait, lui-même va vous accompagner dans une forme de déniaisement par rapport à toutes ces apparences, ce beau langage, ces rituels. On a votre image du début, c'est le feuilleton Downton Abbey avec le majordome qui place avec un petit maître les couverts. Et derrière tout ça, il y a beaucoup de violence, en fait. Il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Alors, en même temps, je descends de deux noblesses d'épée. Hein. Donc, le sang répandu, c'est aussi l'histoire de ma famille. Les guerres napoléoniennes, ce sont des millions de morts. Mon ancêtre du côté de ma mère a fait assassiner Concini, l'autre a fait assassiner, enfin en tout cas enfermer Fouquet, bon, etc. Donc il y en a de la violence, c'est la violence politique, c'est la violence, mais la violence d'État. Hein, c'est très important de faire la distinction. Donc cette violence, j'en ai hérité nécessairement. Maintenant, c'est pas génétique, mais j'ai hérité de tout ce passé. Alors comment, je ne crois pas qu'on se débarrasse pas de son passé, d'ailleurs on y reviendra peut-être dans cette histoire de toutes les époques sont dégueulasses, je ne recommande pas de se débarrasser du passé, parce qu'il faut toujours avoir bien en tête quel est l'objet du débat et où est l'ennemi. Hein. Donc je ne me débarrasse pas de mon passé, mais je me mets à distance, ce qui est une opération assez compliquée. Il y a un très beau vers de Valéry qui dit, de Paul Valéry dans Le Cimetière marin, qui dit « entre le vide et l'événement pur ». Et on est très souvent ou dans le vide ou dans l'événement pur. Alors il faut réussir à trouver un équilibre là-dedans. J'ai mis des décennies, bien sûr, à le trouver. Et à chaque étape, Proust m'a aidé. Et ça, je lui en suis éternellement reconnaissante. Oui, mais quand je disais violence, il y a toute une littérature qui raconte comment, quand on affirme son homosexualité, dans les familles populaires, il y a une façon commune de mettre le préjugé homophobe de ce côté-là. Et là, on est dans un monde où on se dit cultivé, vos parents sont des grands lecteurs, votre père... tout aristocrate qu'il soit, en même temps produisait Louis Malle, aimait les surréalistes, vous racontez tout cela. Votre mère travaillait à la Bibliothèque nationale. Et quand vous dites, ben, voilà ce que je suis celle que je suis, qui aime les femmes, la violence qui sort de ce monde-là, vous êtes rejeté. Votre mère vous dit, mais tu n'es plus ma fille, mais même elle vous rejette, mais dans un rejet, elle pleure, mais elle pleure sur elle-même, plus que sur vous. Vous ne la reverrez pas. Votre père, que vous montrez combien vous l'estimiez, et en même temps il est très lâche dans tout cela. Et
on essaye de vous déshériter. Enfin, on se dit, mais... Et c'est là où, ce que je voulais dire sur le courage de l'émancipation. Et je voudrais qu'on parle de cela, c'est-à-dire au monde dont je suis pour ma part, c'est-à-dire à la fois le genre masculin et l'hétérosexualité. Dire, mais regardez, vous les hétéros là, regardez la force qu'il faut, y compris dans des milieux qui se croient tout bien, et qui là, tous les masques tombent. Tous les masques tombent. Oui, parce qu'il y a ce préjugé de dire oui, mais dans l'aristocratie, justement, ce sont des gens qui sont au-dessus de tout ça. Regardez le baron de Charlus, regardez, etc. Mais le baron de Charlus, il est terrorisé à l'idée d'être deviné. Pour une raison très simple, c'est que si il avoue, vous remarquerez que sur les 7 volumes où il est question d'homosexualité à peu près tout le temps, personne n'avoue jamais. Personne n'avoue jamais. N'avoue jamais ce crime, bien sûr. Parce que sinon, c'est l'exclusion sociale. Donc, avant de parler à ma mère, puisque c'est à elle que j'ai choisi de le dire, je savais ce qui m'attendait. Et j'avais dit à mes amis, le jour où je le dis, c'est terminé. Et tout le monde me disait, mais tu verras, ça va s'arranger, etc. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Ils sont intelligents. Voilà, voilà. Eh bien non. Eh ben non. Eh ben non. Écoutez, voilà, c'est comme ça. J'ai fait ma vie ailleurs. Alors, il y a eu des moments difficiles. Je ne vais pas dire que c'est une promenade de santé. Mais j'ai eu énormément de chance de rencontrer beaucoup de gens, de voyager, d'aller aux États-Unis, d'avoir des expériences, alors là, vraiment émancipatrices, et qui, curieusement, m'ont fait aussi comprendre, et ça va peut-être vous étonner, les bienfaits de l'éducation que j'ai reçue, certains bienfaits, hein, pas tous bien sûr, et j'ai pris, enfin en tout cas j'ai gardé, je crois, j'espère, le meilleur de ce qui m'a été donné, et puis j'ai fait ma vie, comme on dit. C'est toujours un chagrin, bien sûr. Je recommande à personne de claquer la porte et de dire c'est terminé. J'ai claqué une porte qui se refermait sur moi. Hein. C'était par sursaut d'orgueil que je l'ai claquée. Mais voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas, c'est triste, mais c'est pas dramatique. Mais il y a un chapitre dans ce livre où vous dites combien il faut universaliser, et vous le dites en résonance avec Proust, justement, qui se bat avec ça, oui. et universaliser la cause de celles et ceux qu'on assigne à être minorités et à être discriminés. On y reviendra, d'ailleurs, ce n'est pas forcément une question de quantité, puisque ça concerne le genre féminin aussi. Et dans cette question qui est éminemment politique, vous l'abordez de manière littéraire à un moment. Vous citez Annie Ernaux, qui dit qu'elle a grandi dans un monde où il y avait le réel sans les mots. Et vous dites, moi, j'avais les mots sans le réel. Ce que je veux dire par là, c'est que cette question, des questions de genre, des questions donc qui rejoint toutes les discriminations, l'intersectionnalité, on viendra à la diabolisation de ce qu'on appelle le wokisme, etc. Elles rejoignent vraiment les questions de violence de classe. C'est-à-dire, c'est le fait de faire bouger les choses. Les conservateurs ne veulent pas que les choses bougent. Ils veulent vous assigner à résidence sociale ou à résidence identitaire ou à résidence de genre. Et là, vous arrivez, vous êtes un élément de trouble et vous l'assumez. C'est ça que j'appelle l'héroïsme, même si vous récusez ce mot. On est dans un endroit, dans une famille, dans une classe sociale, dans une race. Je sais que le mot est interdit en France, mais bon, on est voilà, dans un contexte particulier. Et il est évident que ça détermine beaucoup de choses. Néanmoins, quand vous grandissez, que vous apprenez des choses, vous êtes traversé par 1000 choses et à ce moment-là, vous faites aussi des choix. Il est évident que l'inégalité est quelque chose qui me fait du mal, très profondément. Et je lisais il n'y a pas très longtemps un article dans un grand journal du soir
qui parlait de la difficulté des gens issus, disons, de la diversité, un mot censuré par M. Trump, issus de la diversité. Comme le mot égalité, d'ailleurs. Égalité, femmes, homosexuels, tout ce que vous voulez, de ces jeunes gens et ces jeunes filles qui font l'école de la magistrature et qui, tout d'un coup, arrivés au moment où ils ont besoin d'un stage, comme par hasard, il n'y a rien du tout. Et quelqu'un, dont je ne me souviens plus le nom, a créé une association qui s'appelle la Courte Échelle, justement, pour pallier tous ces problèmes qui sont de l'ordre du racisme ordinaire dont toute la société est imprégnée. Donc, ces inégalités, il faut lutter contre tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut être en hyper-vigilance, je dirais. Awake. Awake, exactement. Il diabolise ce mot qui veut dire simplement « sois éveillé ». Sois éveillé. Et il se trouve que, bon, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup intéressé, qui s'appelle « Soyons woke, plaidoyer pour les bons sentiments », de quelqu'un qui s'appelle Pierre Thévagnan, qui a fait le site Les mots sont importants, qui a travaillé comment l'extrême droite travaille les mots et le langage, et la catastrophe commence par des mots. Exactement. Et j'ai trouvé ce livre et cette proposition un peu provocatrice, hein, soyons woke, mais pas tant que ça d'ailleurs, parce qu'au fond, ce qu'il fait, c'est, ce qu'en sociologie on appelle le renversement du stigmate, c'est-à-dire qu'au lieu de subir une insulte, parce que woke, c'est une insulte qui vient de l'extrême droite et de la droite extrême, donc pour désigner, mais pour désigner qui au fond? Une gauche radicale, progressiste, qui lutte contre l'injustice sociale, contre le racisme, contre l'homophobie, contre la misogynie, les violences sexuelles, j'en passe. Alors il dit, revendiquons le wokisme et allons-y, soyons woke. Et je trouve au fond cette proposition assez logique et plutôt intéressante. Voilà, soyons woke, retournons le stigmate. Alors, mais j'ajouterais, soyons woke, mais avec méthode. Et c'est ici que j'essaye d'intervenir dans le débat public par des petits textes d'intervention comme le dernier que je viens de faire paraître, toutes les époques sont dégueulasses, parce que je suis embarrassée quand je vois cette même gauche éprise de justice sociale, qui dénonce les écocides, qui dénonce ceci, cela, partir dans des errements que je dirais peut-être démagogiques. L'hypervigilance dont je parlais tout à l'heure par rapport au racisme, etc., c'est aussi l'hypervigilance par rapport à nos angles morts, à nos préjugés, à nos points aveugles. Et ça, je crois que c'est très important. Alors, plutôt que d'accabler le passé de tous les maux, regardons la poutre qu'on a dans l'œil. Ça m'intéresse beaucoup plus. Alors, je voulais continuer sur d'autres précédentes étapes, et sur les États-Unis, et puis vous avez fait un essai en 2018 à Shaw, sur le début de MeToo et l'affaire Weinstein, une révolution sexuelle, mais on y reviendra puisque vous avez parlé. En fait, ces deux textes se font écho, l'un est de 2022 et celui-là vient de paraître. Celui de 2022 qui annule quoi? C'est un plaidoyer et en même temps un mode d'emploi, je dirais, de la cancel culture, plaidoyer par rapport à ceux qui la diabolisent, et mode d'emploi pour qu'elle soit au bon endroit dans sa démarche. Et puis, toutes les époques sont dégueulasses. Vous ne prenez pas l'idée de la cancel culture qui touche les monuments, les statues, etc. Mais là, c'est votre matière, la littérature, la réécriture des œuvres, donc l'Édipe Tinec de Agatha Christie, Roald Dahl, qui est un écrivain pour enfants et qui est très antisémite et raciste, James Bond, qui viole et qui est sexiste et misogyne, et on pourrait multiplier les exemples. Et donc, dans toutes les époques sont dégueulasses. Vous faites... Si je devais résumer, je vais vous laisser l'expliquer. Je pense que ce que vous proposez là, c'est que nous ayons l'intelligence de nos indignations, l'intelligence de nos révoltes. Que nos révoltes ne soient pas une impasse.
C'est exactement ce que je voulais dire quand je parlais de cette hyper-vigilance par rapport à nos propres préjugés. Parce qu'au fond, alors, réécrire les textes du passé au motif qu'ils véhiculent des images, des propos racistes, sexistes, homophobes, etc. Alors, réfléchissons 5 minutes. Nos imaginaires sont formés à l'aune de ces textes, de ces films, de ces tableaux, etc. Qu'est-ce que ça veut dire que de baigner dans ce canon très populaire, je ne prends que des textes très populaires, Agatha Christie, vous les avez cités, James Bond, etc. Qu'est-ce que ça veut dire que de baigner là-dedans, c'est-à-dire de revenir sans cesse sur ces commentaires qui sont presque inaudibles aujourd'hui à nos oreilles. Donc, je dirais qu'il y a une bonne intention et même une intention intéressante là-dedans. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à nettoyer les textes? Je ne parle pas de censure, je ne pense pas que ce soit un acte de censure, étant donné que vous avez toujours l'original, si vous voulez vous y référer. Donc ce n'est pas de la censure au sens propre. Mais disons que c'est une falsification qui aboutit à un mensonge historique. Et à ce qu'on ne connaisse plus son ennemi, en fait. C'est ça. On ne le voit plus. On ne le voit plus. Alors, et puis, je vous le demande, pourquoi est-ce qu'on rachèterait une virginité à Agatha Christie ou à Ian Fleming en faisant d'eux des proto-féministes ou des non-racistes? Ça n'a aucun sens. Quand vous avez une autre possibilité, qui est d'écrire une préface pour expliquer, par exemple, le contexte. Bon, c'est une option. Contextualiser, oui, au lieu d'annihiler, au lieu d'effacer, au lieu de cacher. Parce qu'au fond, c'est une opération aussi de... on en revient sur ce qu'on ne pouvait pas dire, et du coup, on ne peut pas dire. Et du coup, si on ne peut pas le dire, il n'y a plus de débat. Et au fond, on retrouve, mais d'une certaine façon, qui annule quoi sur la cancel culture et le déboulonnage des statuts, parce que déboulonner les statuts, ça me semble une opération qui est peut-être souhaitable. Pourquoi est-ce qu'on irait dans l'espace public célébrer des criminels comme Bugeaud, par exemple, qui est responsable de ces fameuses enfumages de grottes que dénonçait Jean-Michel Apathy il n'y a pas très longtemps dans une radio, qu'il a mis à l'écart, alors que c'est un fait qui est connu de tous les historiens. Donc souvent, on accuse les wokistes d'ignorer l'histoire, de vouloir tout éradiquer. Ils sont au contraire très attentifs à l'histoire, ils la connaissent souvent mieux que les autres. Mais si vous faites, alors que vous les enleviez de l'espace public, c'est une chose, parce que vous ne les honorez plus. Et ça, vous le revendiquez. Voilà. Mais en revanche, ne faites pas disparaître ces statuts, parce que vous allez priver les opprimés de la mémoire de leur oppression. Or, il faut garder ça, exactement comme dans les textes qu'on caviarde, on va priver les opprimés de la mémoire de leur oppression, et je crois que ça, c'est une très mauvaise idée. Si on reprend l'image de la phrase d'Antonin Artaud, il faut pouvoir regarder la dégueulasserie en face. Exactement. Voilà. Exactement. Parce que vous l'expliquez en disant qu'en plus, il y a ce type d'attitude qui serait donc de réécrire, qui serait de supprimer, parce que vous prenez des exemples sur qui annulent quoi, avec des exemples canoniques, Schellcher, Victor Schellcher, Churchill, et puis Lincoln, voilà, Abraham Lincoln, et là on est sur la contextualisation, lumière et ombre, vous citez d'ailleurs Patrick Chamoiseau sur Schellcher qui dit ce qu'il faut combattre c'est le Schellcherisme et pas Schellcher, et évidemment que le Churchill héros contre le nazisme est un Churchill avant conservateur, raciste et tout, et quant à Lincoln il extermine des Indiens et lui-même est plus dans une logique de pouvoir que d'idéal anti-esclavagiste, vous le racontez. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ce que vous montrez et c'est vraiment très très subtilement démontré et raconté très clairement aussi, dans toutes les époques sont dégueulasses, c'est que c'est aussi comment dire, comme
comme un cadeau fait à l'adversaire. Bien sûr. Parce que la censure, elle est de l'autre côté. Hein. Qui annule quoi, vous le racontez, c'est oui. D'abord, et avec Trump, on le voit bien, les mots interdits, la chasse à les universités, les crédits, etc. La réécriture des œuvres s'avère n'être pas la solution. Elle falsifie l'histoire sans même rappeler qu'elle échoue dans sa mission, en laissant passer des énormités, parce qu'il y a toutes sortes d'autres détails. Elle contrevient au principe de la liberté d'expression d'un auteur, qui devrait être le seul à pouvoir décider de l'intégrité de son texte, comme l'a fait par exemple Milan Kundera quand il a revu la traduction en français de son œuvre. Ces petits trucages médiocres l'assimilent à une censure du pauvre, quand la censure d'État, la vraie, menace plus que jamais, notamment aux États-Unis, où on ferme purement et simplement, comme en Floride, les départements de sociologie parrainent de la pensée critique. C'est donc une fausse bonne idée, une vraie mauvaise idée qui ouvre la voie à tous les abus et qui donne la main à la haine de la liberté, de la littérature. Voilà. La censure, ce n'est jamais une bonne idée. Supprimer des mots, ce n'est jamais une bonne idée. C'est le début de la tyrannie. Et on le voit très bien avec Trump. Moi, je n'ai pas du tout envie de mimer les actions de cet homme qui supprime des mots. Et aujourd'hui, aux États-Unis, quand on veut postuler pour une bourse, on ne peut plus employer le mot femme, le mot diversité, le mot inclusion, le mot race, etc., etc. Donc là, c'est le bâillonnement, voilà, le bâillonnement de toute la jeunesse, en plus. Le Trumpisme et tous ces avatars retournent ce qui était notre capital. Ils retournent la liberté de dire en disant c'est la liberté, ben on a le droit de tout dire, y compris le pire et l'abject. Voilà. Et ils retournent l'idée, ils dénoncent à gauche le politiquement correct pour pouvoir énoncer ce qui est incorrect. Exactement, c'est parfaitement dit. Cette affaire de censure, c'est pour ça que je dis attention, soyons woke, mais avec méthode, parce qu'on ne peut pas répliquer le même geste, ce n'est pas possible. Bernard Noël disait, orthographie le poète. Censure, avec S. Avec un S. Hein, parce que le sens, on supprime le sens. On supprime le sens. Et ça, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup d'autres méthodes, et que j'appellerais des méthodes pédagogiques, pour pallier tous ces problèmes. Et vous avez fait ces deux essais pour... l'un, vous êtes dans l'idée que, allez, on s'est sorti de Trump, puis là, vous faites celui-là. Trump est là, et entre-temps, vous décidez de tourner le dos à cette Amérique qui, du coup, vous déçoit. Est-ce que ces deux manifestes sont en écho de ce que vous vivez par rapport à une déception, j'allais dire, politique aux États-Unis? Oui, je ne sais pas si je l'appellerais une déception. C'est intéressant parce que quand est paru Qui annule quoi, quelques mois plus tard, Trump décidait de se présenter à nouveau. Et j'avais l'intime conviction, comme analyse politique, ça ne vaut rien du tout, hein, ce que je vous dis, mais j'avais l'intime conviction qu'il serait réélu. Et donc j'ai demandé à mon administration... Avant même la confirmation de sa réélection. Voilà. Dès 2022, je me suis renseignée pour savoir si je pouvais partir financièrement, parce que je m'en vais, mais c'est aussi parce que je le peux. C'est important. Je ne veux pas faire un grand geste dramatique comme ça en disant je claque la porte. Voilà, je peux le faire, j'ai la chance de pouvoir le faire et donc je le fais. Donc évidemment que tout ça nourrit alors une déception. Je ne suis pas sûre que ce soit une déception. Je quitte les États-Unis, mais les États-Unis ne m'ont pas quitté en quelque sorte, parce que j'ai énormément appris dans ce pays. Je suis très, alors ça peut paraître un peu ridicule de dire ça comme ça, mais je suis très reconnaissante aux États-Unis de m'avoir appris justement à me méfier de mes préjugés, à faire en sorte d'avoir un environnement qui soit courtois, avec des égards pour les minorités, pour tout le monde en réalité. Et ce qu'on appelle en France les campus américains, comme si c'était une sorte d'épouvantail, ce sont des endroits où moi personnellement, j'ai humblement beaucoup appris et j'en suis très heureuse. Maintenant, alors, pendant longtemps, j'ai cru que le trumpisme ne survivrait pas à Trump.
Je ne pense plus du tout la même chose. Je pense qu'il est en train d'intégrer ce qu'il appelle l'État profond, c'est-à-dire les institutions, etc. Il n'y a plus d'équilibre des pouvoirs. Vous savez ce que les Américains appellent checks and balances, c'est-à-dire le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il gouverne, comme chacun sait, par décret. Et le pouvoir, il a même arrêté une juge récemment parce qu'elle aurait soi-disant aidé un migrant à s'échapper. Bon. Donc, on n'est plus dans un pays, dans un état de droit, il faut être très clair. Mahmoud Khalil, qui était celui qui a mené la protestation en faveur de Gaza, de la Palestine, des Palestiniens à Columbia, est toujours en prison. Il a une carte verte, il est marié à une Américaine, il a un enfant qui a quelques mois et qu'il n'a à peu près jamais vu, qu'une fois, je crois. Donc, on ne peut pas appeler ça une démocratie, ce n'est pas vrai. Oui, mais ma question, du coup, quand j'ai dit votre déception, c'était peut-être moi qui me projetais. Est-ce qu'il n'y a pas une illusion qui tombe comme nous? Parce que bien sûr, ce que vous dites est vrai. Je l'ai moi aussi dit par rapport à notre démocratie présidentielle française, très déséquilibrée, y compris les réticences. On va parler de MeToo et les premières réticences françaises, la galanterie à la française. Qu'est-ce que vous nous embêtez avec ça? Alors qu'on a eu un mouvement qui a démarré d'abord des États-Unis. Et j'ai toujours défendu cette idée qu'aux États-Unis, bien sûr, qu'il y avait des forces obscures, mais qu'il y avait une culture démocratique, le premier amendement, une presse très dynamique, une justice, ainsi de suite. Et là, il y a tout d'un coup la violence de ce pays qui tombe. Et je me demande, est-ce que ce n'est pas une bulle qui éclate? Ce livre, Ceci n'est pas une ville, est une ode à Los Angeles. Pourquoi? D'ailleurs, c'est I love Los Angeles, c'est le refrain, c'est le début, c'est la fin. D'ailleurs, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez, voilà, Los Angeles m'a offert l'espace immortel, infini, primitif, d'une forme de liberté d'ordinaire si difficile d'accès à tout un chacun. Elle m'a permis de convertir mon attraction pour le pluriel, toute cérébrale, en une réalité concrète, désirable, toujours en mouvement. Je suis reconnaissante à Los Angeles, je lui sais gré. Aucune ville d'Europe n'aurait pu me donner cela, jamais. J'aime Los Angeles parce que c'est le contraire de Paris, le contraire de l'histoire, le contraire de la contrainte. J'aime Los Angeles parce que c'est l'espace sans repère de tous les mélanges et de toutes les diversités, etc., etc. Et cette ode, aujourd'hui, on la lit, on se dit, mais Los Angeles, on a raconté ça à Mediapart récemment avec une américaniste, Sylvie Laurent, la Silicon Valley, derrière son côté libertaire, en fait c'est libertarien, c'est très violent, pas de limite à mon désir de m'enrichir, à mon désir de puissance, comme il n'y a pas de limite à l'extractivisme, pas de limite à la conquête, pas de limite à la domination. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une part d'illusion? Certainement. Alors, c'est cette illusion qui a fait élire Barack Obama 2 fois. Hein, voilà, premier président noir. Donc, c'est une illusion qui a quand même une certaine réalité et qui a une réalité dans la vie quotidienne. Moi, alors, tu sais, quand on connaît la politique aujourd'hui, évidemment, mais même hier, étrangère des États-Unis, c'est curieux de se dire que c'est ce sentiment démocratique. Hein, c'est que quand on est là-bas, et toute personne qui est allée... Alors, je parle évidemment des grandes villes, parce que, et c'est ça aussi, le trumpisme, il est beaucoup dans cette Amérique profonde, qui est très enracinée. Et là, vous avez raison, c'est que là, il y a une sorte d'âme profonde des États-Unis, qui est aussi un mythe, hein, qui est beaucoup un mythe, qui repose sur des mythes comme la séduction à la française repose sur la galanterie, etc. Aux États-Unis, le mythe du pionnier, de celui qui arrive tout seul, par lui-même, etc. Ce fameux rêve américain. Le self-made man. Oui. Voilà, le self-made man, et ce fameux rêve américain dont un humoriste disait c'est normal qu'on appelle ça le rêve américain parce qu'il faut dormir pour y croire. Bon, donc il y a tout ça, bien sûr. Et Trump joue très habilement avec ça. Il connaît très bien l'histoire, pas l'histoire de son pays, mais il connaît très bien une certaine classe sociale. Il a très bien compris, en tout cas, la façon dont ça fonctionnait, et il fait jouer ce mythe contre l'histoire.
Et l'histoire, ça a été justement de toujours lutter contre cette brutalité très, très primitive hein, des États-Unis, des pionniers, etc. Ben voilà, il y a une sorte de retour, un retour à ce mythe brutal. Et voilà, on subit maintenant. Alors, il faut lutter, bien Quand sûr. vous avez annoncé, c'était dans Libération, hein, votre décision, puisque vous avez chroniqué pour Libération, et c'était en novembre dernier, et vous disiez justement qu'on pouvait être surpris que ce pays n'ait pas donné de dictature, voilà, que sa violence, y compris fondatrice, hein, sur l'extermination des Indiens, l'esclavage, la ségrégation, etc. Et vous dites là, eh bien voilà, c'est fait, on y est. La plus grande démocratie du monde s'est livrée à la dictature annoncée, officiellement, à la régulière, par les urnes. Alors, il faut lutter. Hein, une fois de plus, on ne peut pas rester... Ce qui est très curieux, c'est que quand il a été élu en 2016, on avait formé un petit groupe à UCLA pour aider les étudiants, pour essayer de réfléchir à la réplique. Et on était toutes et tous persuadés qu'il allait se passer ce qui se passe aujourd'hui. Cette espèce de débandade effarante, voilà. En 2016, il est resté à peu près dans les clous. Quand il a vu qu'il n'était pas réélu, il a essayé ce coup d'État raté et il s'est promis, le prochain coup, d'y aller carrément. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Et c'est très curieux de se dire, et je n'ai pas la réponse à ça, mais je sais qu'on était très énergique en 2016 pour se mobiliser contre Trump. Ce qui est intéressant, c'est que dans le groupe qu'on avait formé, je m'étais rendu compte que la plupart des gens qui y participaient étaient issus de pays qui avaient connu des dictatures. Il y avait une Indienne, une Turque, une Espagnole qui avait connu Franco, etc. Bon. Donc, on a eu 2 métros d'avance, ou je ne sais pas, enfin, on n'était pas au bon moment dans le rythme de l'histoire. Et maintenant qu'il nous assomme de son gourdin de façon épouvantable, il y a une sorte de défaite et de, je dirais pas d'apathie, puisque maintenant il y a un peu un réveil quand même hein, aux États-Unis, mais je n'ai pas l'explication de ça, mais ça me frappe. Oui, vu d'ici, à part de suivre Bernie Sanders qui amène Alessandria Ocasio-Cortez et qui fait 2 générations là, qui font des meetings, on a l'impression en effet d'une atonie, et puis notamment que les élites du Parti démocrate qui sont tombées de leur piédestal et qui n'ont pas cru, parce que c'était écrit qu'il allait faire très vite le projet 2025, toutes ces décisions, Heritage Foundation, tout est là. Était là, c'était écrit. Donc il y a eu une sorte de naïveté. Oui, il y a une sorte de naïveté. Mais je crois qu'il y a aussi autre chose d'ailleurs pour lequel je n'ai pas d'explication. Alexandra Ocasio-Cortez est une élue de Brooklyn, et vous savez, quand vous votez pour les présidentielles aux États-Unis, vous votez pour plein d'autres choses. Vous votez pour votre député, vous votez qui renouvelez par tiers, etc. Bon. Et donc, Alexandra Ocasio-Cortez, qui est donc la gauche du Parti démocrate, la gauche du Parti démocrate, s'est rendu compte qu'à Brooklyn, il y avait beaucoup de gens, elle a été réélue, il y avait beaucoup de gens qui avaient voté pour elle, et beaucoup de gens qui avaient voté pour Trump. Oui. Et elle s'est demandé, et donc, elle a lancé, alors sur X ou sur je ne sais lequel des réseaux sociaux, elle a fait un appel à ses électeurs en demandant, mais... Vous avez voté pour moi et vous avez voté pour Trump, expliquez-moi. Expliquez-moi. Et les réponses qui sont remontées, ça vaut ce que ça vaut, étaient toutes les mêmes. Vous nous parlez à nous. Et je crois que là, il y a quelque chose qu'il faut entendre. Dans la rhétorique des politiciens et des politiciennes, une façon de s'adresser, et ce dont je me rends compte dans ces guerres culturelles, ces débats qui deviennent très électriques, c'est qu'aujourd'hui, il me semble qu'on vous somme de prendre parti, on vous demande de penser par injonction. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre, il faut détendre ce débat, il faut arrêter avec ces polarisations et parler de ce qui préoccupe les gens, comme on dit. Et pour ce faire, il faut prendre le temps
de déplier les problèmes et de regarder en face le vrai débat. C'est ce que vous dites au tout début de Toutes les époques sont dégueulasses, en disant je ne me reconnais pas dans cette binarité-là. Et en effet, déplier, complexifier, contextualiser, voilà. Et au fond, ne pas perdre le fil de la réception. Ce n'est pas quelque chose que j'assène d'en haut. Voilà. Hein, voilà, c'est une conversation démocratique. Voilà. Et la leçon vaut pour les élites politiques supposément de gauche en France aussi. Bien sûr, c'est à elles que je pense. Oui, mais justement, à la fin de cette tribune, vous dites... et j'aimerais voir quelle est votre réponse aujourd'hui. C'était à l'automne dernier. Il y a quelques mois encore, mes amis ironisaient lorsque j'évoquais mon retour en France. Parce que tu penses que ce sera mieux ici avec Marine Le Pen? Non, ce ne sera pas mieux si elle arrive au pouvoir, favorisée par les Bolloré et consorts, c'est toujours vous, hein, et avec l'aide de Poutine, selon un modèle désormais hégémonique. Mais nous n'y sommes pas encore, et il reste un espoir de l'éviter. Ah bon? Dites-moi alors, donnez-nous. Bon, alors déjà, j'ai cru comprendre qu'elle avait quelques ennuis avec la justice. Oui, mais l'hégémonie idéologique de l'extrême droite dans le débat public français, et avec un grand capitalisme du désastre qui a fait le choix, elle est là. Oui. Elle est là. Oui, c'est là. Vous êtes passé de Caribe en Scylla. Oui, et c'est très atterrant. Je dois dire que je regarde très peu la télévision, mais le peu que je la regarde, enfin ces derniers temps, juste pour me choque au dernier degré. La brutalité, la vulgarité, pardon, mais voyez, et la façon dont sont proposées les choses sont tout à fait indignes d'un débat public. Alors oui, je vous l'accorde, c'est là. L'extrême droite est là, on a un ministre de la Justice qui veut construire des bagnes en Guyane, enfin bon, c'est un ministre de l'Intérieur qui fait la chasse aux musulmans. Bon, on a la persécution maccarthiste de ceux qui soutiennent la Palestine. Mais bien sûr. Voilà, on a tout ça aussi. On a une diabolisation des écologistes, enfin, etc. C'est très très puissant, hein, tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'une fois de plus, là c'est de l'ordre de l'intime conviction, j'ai le sentiment qu'il y a... Et l'intérêt que suscite ce tout petit livre sur une question quand même un peu pointue, je suis très frappée par les rencontres en librairie. L'autre jour, j'étais à Marseille, un auditorium de 300 personnes, 1h30 de dédicaces, des gens qui parlent, etc. Et ils ont soif de ça. C'est très clair. C'est-à-dire ils ont soif d'une discussion, j'allais dire, dans la réalité, et pas dans ces chiffons rouges qu'on vous agite, d'un côté et de l'autre. Hein, pas de vitupération. Non. Non. Une intelligence de sa révolte, comme je disais tout à l'heure, une compréhension des enjeux, un partage. Voilà. Voilà. Et je crois que, une fois de plus, c'est crucial, tout simplement. C'est crucial. Je voudrais revenir à ce que je disais tout à l'heure sur votre propre chemin qui va dans vos travaux. Hein. Vous avez fait un livre canonique sur le troisième sexe, hein, sur justement comment la cause homosexuelle et ce que ça signifiait. Aujourd'hui, il y avait des enquêtes qui montrent comment, dans la personne LGBT, plus fuient les États-Unis, vont pour certaines aux Pays-Bas. Il y a une persécution assumée de ces minorités. Et le point commun entre toutes ces idéologies, quel c'est le visage de Poutine, le visage de Trump ou de nos extrêmes droites ici, c'est la diabolisation des questions de genre. Les questions de genre sont vues comme le symbole d'un Occident décadent. Et là, ce que vous rappelez dans toute la finesse de votre travail, c'est combien ce sont aussi des conquêtes fragiles. J'ai été très surpris de découvrir, je ne le savais pas ou je l'avais oublié, que l'homosexualité était une maladie pour l'OMS jusqu'en 1990. Maladie mentale. Oui, jusqu'en 1990. Ça relevait de la psychiatrie. Voilà.
Ouais. Donc c'était, et donc on est, comment dire, la dimension de subversion au sens de lucidité, ouvrir d'autres chemins d'émancipation, de lumière, hein, pour voilà, de ces causes. Dans le backlash actuel, dans la violence qui se déchaîne, elle est d'autant plus soulignée. Oui, et là on en vient évidemment à la question trans, par exemple, oui. qui serait le... Alors c'est pas le troisième sexe d'autrefois, mais oui. Il y avait un journaliste à la fin du XIXe siècle qui disait le troisième sexe, ce sexe qui déshonore les deux autres. Et c'est évidemment le facteur de déstabilisation majeure pour une société conservatrice, familialiste, etc., différentialiste, etc. Donc c'est toujours par là que ça passe. D'ailleurs, souvenez-vous, l'ayatollah Khomeini, qui était très évidemment hostile à l'homosexualité, était favorable à ce qu'on appelait alors le transsexualisme, parce qu'au moins les choses étaient claires. Hein? D'accord, vous changez de sexe, mais vous êtes tout à fait une femme ou tout à fait un homme. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Mais quand vous êtes un homme efféminé ou une femme masculine, ça ne va pas du tout, parce que les bases de la société tremblent. Alors, ce qui m'amène à... J'ai dit que vous l'avez fait en 2018, vous avez été la première à saisir à chaud la révolution que représentait MeToo, au sens d'une révolution, j'allais dire, anthropologique. Vous avez fait un livre très optimiste, et alors qui bousculait, en France, j'allais dire, Mediapart commençait un peu à faire ce travail-là, et depuis, ça s'est développé. Il n'y avait pas encore toutes les grandes affaires de Mediapart, et le MeToo français, il n'y avait pas eu Adèle Haenel, il n'y avait pas eu Patrick Poivre d'Arvor, et toutes sortes d'autres histoires. Là, j'ai parlé d'une victime, j'ai parlé d'un prédateur. Et ce que je veux dire, c'est que dans ce livre, vous mettiez en évidence combien, là, il y a quelque chose qui a commencé et qui est comme un point de non-retour, tellement ça ébranle quelque chose qui est au ressort des dominations, mais depuis des millénaires, oui. Hein, des verticalités, de l'appropriation, j'ai trouvé cette expression dans un livre d'André Suarez, à propos de Napoléon, vu sur Napoléon, André Suarez oui. qui écrivait dans la NRF, qui est un personnage un peu à part, et il compare Napoléon à Don Juan. Et c'est par rapport à notre monde d'aujourd'hui, ce monde de l'illimitisme, je peux tout prendre, voilà. Et il dit, Don Juan, voilà, il n'y avait pas de limite à l'appropriation des corps, à la domination sur les femmes, et il dit, mais Napoléon, c'est pareil, il dit, c'est la catastrophe de la grandeur. La catastrophe de la grandeur. Et il souligne au passage que Napoléon, quand il change de femme et que par diplomatie, il prend une impératrice autrichienne, il la viole dans le carrosse. Il la viole tout de suite, et pour montrer cette prédation. Et donc, j'ai l'air de m'égarer, mais ce que je voudrais dire, c'est combien, dans ce monde-là, peut-être que la lueur d'optimisme, c'est se dire Trump est au pouvoir, c'est un agresseur sexuel. Bien sûr. Il revendiquait d'attraper les femmes par la chatte. Il a violé, violenté des femmes avec toutes sortes de procédures. Il a payé ça en argent, etc. Voilà, l'expression attraper par la chatte n'est pas de moi, hein, je précise, parce que vous la citez très souvent pour rappeler dans vos textes sa grossièreté et sa violence. Et donc, est-ce que, au fond, le fait qu'il y ait ce backlash assumé, masculiniste, sexiste, violent, n'est pas le fait qu'ils savent que leur cause est perdue et qu'une révolution a commencé qui ébranle au plus profond l'inconscient des dominations. Je suis très contente de vous entendre dire ça. Excusez-moi de ce long propos, mais je voulais vous amener à parler de ça. Je suis contente de vous entendre dire ça, parce que mes amis féministes en France me disent « mais quand même, regarde, le backlash, etc. » est là. Oui, mais cette hystérie masculiniste, je suis d'accord avec vous, est un symptôme quand même très suspect. Vous ne pouvez pas arrêter cette vague-là qui a été lancée par MeToo. Regardez en France où, comme vous le savez très bien, MeToo a commencé presque par une contre-histoire. Hein. Avant de rentrer dans l'histoire de MeToo, on a dit « stop, la tribune de Neuve ». C'était ça. Oui, hein. Catherine Deneuve est restée la signataire emblématique, c'était le droit à la liberté d'importuner. Voilà.
qu'auraient les hommes par rapport aux femmes. Le viol ne serait qu'un accident dans la vie, et voilà. Et Strauss-Kahn, il troussait les domestiques. Il troussait les domestiques. L'expression de Jean-François Kahn. Voilà, ouais. ou comme disait Bernard-Henri Lévy, ce n'est pas un violeur, c'est un séducteur. Bon, bah alors la séduction à la française, moi, je ne sais pas, mais ça me semble un peu suspect. Donc, c'était un understatement tout à fait anglo-saxon, votre formule. Voilà, exactement. Bon. Donc, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous avez, bon, on a eu évidemment l'affaire Enel, Matzneff, Patrick Poivre d'Arvor, vous l'avez rappelé, Mazan, les viols de Mazan, Gisèle Pellicot. Le violeur, il est à la maison, il a la clé de la maison. Hein. Il est là. Et puis, un des violeurs disant, c'est sa femme, il fait ce qu'il veut avec. Et ce sont des hommes ordinaires. Quand vous trouvez plus d'une centaine d'hommes dans un rayon de 50 km pour violer une femme qui est sédatée, il faut quand même réfléchir à cette question. Là, on est en face de quelque chose qui... C'est très rare, c'est pour ainsi dire impossible, dans les affaires de viol, d'avoir des preuves. Tout est filmé. Et tous les accusés, quand le président de la Chambre a dit « Maintenant, on vous écoute, racontez-nous, mais nous avons des images, si on se rend compte que vous mentez, on passera le film », ils ont tous menti. C'est extraordinaire, parce qu'ils ne pouvaient pas avouer ça. Et à chaque fois, on passait le film, la vidéo, je veux dire. Bon, donc, on se rend compte que ce déni des problèmes des violences sexistes et sexuelles est très, très enraciné. Le Squarneck, et il y en aura d'autres, Betaram, et ça va continuer. Les enfants. Les enfants. Alors ça, c'est aussi un aspect intéressant et un peu perturbant du MeToo à la française, c'est que toutes ces... Alors, pas l'affaire Pellicot, mais Adèle Haenel, Vanessa Springora, Camille Kouchner, Anouk Grimbert, Betaram, tout ça, ce sont des enfants. Il s'agit de pédocriminalité. Comme s'il fallait descendre à un niveau d'abjection qui est celle de s'en prendre à des enfants pour que, en France, on se réveille sur ces questions. Donc, il y a beaucoup de travail, ça va continuer. Mais on ne peut pas espérer changer des mentalités en, qu'est-ce que c'était, 2017, on est quoi, en 2025, en 7 ans. Des changements de mentalité, ça prend 30, 40 ans. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, tout le monde jetait les paquets de gâteaux par terre, les ordures. On est devenu écologiste, plus ou moins. Mais enfin, maintenant, c'est impossible. Si quelqu'un jette quelque chose par terre, il y aura toujours quelqu'un dans la rue pour lui dire « ramasser ». Donc, mais ça prend 40, 50 ans. Il faut s'y faire. Moi, je trouve extraordinaire que de mon vivant, j'ai connu le mariage gay et MeToo. Jamais je n'aurais pu penser qu'une chose pareille arriverait. On n'arrêtera pas cette révolution-là. Je ne crois pas. En revanche, on sait très bien les reculs sur les acquis sociaux. Le mariage gay peut être tout à fait menacé. Regardez l'avortement aux États-Unis. Donc, ce sont des conquêtes irrépressibles, j'allais dire, dans le mouvement qu'elles représentent. Et en même temps, il faut le dire aux jeunes générations qui ont la charge de les sauver, qui sont fragiles, qui sont récentes. Hein. Je rappelle toujours que j'avais 13 ans quand les femmes ont eu le droit d'avoir un compte en banque en France. J'avais 18 ans quand la notion de chef de famille a été supprimée, voilà. Qui était l'homme, bien sûr, et j'en avais 22 avec la loi Veil et l'IVG. Donc, à échelle de vie humaine, tout ça est très récent. Et évidemment, vous avez rappelé le mariage gay. Parce que, quand je dis c'est irrépressible, dans le métier qui est le nôtre et le genre qui est le mien, le travail que font les journalistes à Mediapart, Marine Turki, Lénaïque Bredou, etc., qui est formidable, et toute l'équipe là-dessus, j'avoue que à chaque fois, je suis sidéré. Je suis sidéré par l'ampleur de ce que nous découvrons, par l'ampleur du mensonge, par l'ampleur des pratiques. Il y a un exemple que vous citiez dans le livre sur Weinstein, j'avais totalement oublié, c'est que le procureur qui mène l'accusation sur Weinstein
était Dr Jekyll et Mr Hyde. Et que le même qui, le jour, disait, voilà, se présentait comme vraiment contre les hommes agresseurs, les hommes violents, etc., en fait, il violentait. Ah oui. C'est-à-dire que, et là, on se dit, mais quel est ce monde? De la même manière qu'on se dit cela quand on voit un président de la République française défendre Gérard Depardieu. Alors justement, ça c'est intéressant. Vous avez eu la Tribune de Neuve en, je crois, janvier 2018, donc tout de suite après l'affaire Weinstein. Et là, nous sommes en 2025. Donc, 2025, l'affaire Depardieu. La ministre de la Culture dit que les propos de Gérard Depardieu donc qu'il a proféré dans un film tourné en Corée du Nord, etc., font honte à la France. Emmanuel Macron monte au créneau et dit cette chose absolument effarante de dire qu'il Depardieu rend fière la France. Un évadé fiscal qui soutient les dictateurs, qui profère des obscénités sur une petite fille qui monte à cheval, tout ça rend fière la France. Mais il y a eu une réaction, là où la Tribune de Neuve avait fédéré pas mal de gens. Hein. Si vous lisiez les commentaires des lecteurs du Monde, c'était assez édifiant. La Tribune de Depardieu, 7 ans plus tard, a fait un qui était dans le Figaro cette fois-ci. Oui. Dans le Figaro, et a été un gros flop. Tout d'un coup, on s'est rendu compte que l'initiateur de cette tribune émanait de la fachosphère. Ils ont tous rétropédalé tranquillement parce que les réseaux sociaux ont fait une levée de bouclier contre ces propos inadmissibles. Et même le président de la République a ensuite s'est excusé plus ou moins, enfin a mis de l'eau dans son vin. Il y a eu un sondage qui est paru. Je crois que c'est 75% des Français qui trouvaient que les commentaires d'Emmanuel Macron étaient scandaleux. Donc, on voit bien que là, de Catherine Deneuve à Gérard Depardieu, il y a non seulement quelque chose qui s'est bien ancré en France, mais tout d'un coup, il y a des choses qui ne sont plus possibles. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Adèle Haenel gagne son procès. Et on va en voir de plus en plus des femmes, des enfants, d'anciens enfants qui vont gagner leur procès. J'en suis persuadée. Alors, justement, par rapport aux exemples qu'on vient de citer, et qui rejoint le travail de ce dernier essai et du précédent, complexifié, disait-on, contextualisé, il y a un grand piège qui est il faut séparer l'homme de l'artiste. Nous y voilà. Et vous en parlez justement, on est au cœur de ça, c'est ça qu'il voulait dire. Il disait, mais quel grand acteur, donc un acteur génial, donc est-ce qu'il fait honneur à la France? Puis l'homme, c'est autre chose. Et vous en parlez à propos de Woody Allen comme cinéaste, et là on est dans à l'évidence, dans les exemples que vous citez, dans la pédocriminalité, ce qu'avant on appelait pédophilie, l'amour des enfants, alors qu'il s'agissait de les violenter. Alors, comment, dans votre démarche, qui est justement de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pourrait-on dire, d'avoir encore une fois l'intelligence de sa révolte, de ne pas s'égarer, de ne pas tomber dans une impasse, de ne pas faire cadeau à une sorte de révolte qui est exactement ce qu'en miroir souhaite le conservatisme. C'est vraiment, il faut vous lire, ce sont vraiment des petits manuels de résistance et de résistance intelligente. Et durable, j'allais dire, sustainable, dirait-on en anglais. Mais comment vous, par rapport à cette idée de complexifier, de contextualiser l'homme et l'artiste? Alors ça, c'est bien sûr une question énorme. Je vais commencer juste par un petit commentaire. On dit toujours, faut-il séparer l'homme de l'artiste? On dit jamais, faut-il séparer la femme de l'artiste? C'est déjà un premier point que je trouve intéressant. Et ça nous mène peut-être, ça nous donne peut-être la direction. Oui, il s'agit bien des hommes, là. Il s'agit bien des hommes. Et comme si les artistes n'étaient que des hommes aussi. Hein, donc ça pose aussi un problème. Néanmoins, on est face à un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait avec Gauguin, dont même l'administration coloniale était effarée de l'attitude vis-à-vis des jeunes filles, très jeunes filles, dans les îles où il s'était installé. Aux Maldives, oui. Donc, qu'est-ce qu'on Picasso. Qu'est-ce qu'on fait avec Picasso, bien sûr? Comment peut-on regarder la femme qui pleure quand on sait qu'il a battu comme plâtre cette femme en question, qui était son amante, et qu'il a peint dans un moment
d'effondrement. Quelle est notre responsabilité de spectatrice, de spectateur par rapport à tout ça? Alors, c'est une question colossale et je pense que c'est le prochain chantier. Parce que toutes les questions que j'aborde, d'ailleurs, y compris celle de la culture de l'annulation, comme on dit en français, ou de la réécriture des classiques, renvoient à une question qui est une énorme question et qui est celle de l'autonomie du statut de l'œuvre d'art. Ça, c'est là-dessus que repose toute notre modernité. Et c'est pour ça que c'est si compliqué. Je vais résumer très brutalement. Non, mais allez-y, on a le temps. Mais l'œuvre d'art a gagné ce statut d'autonomie avec, disons, le romantisme allemand. À partir du romantisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une œuvre d'art n'est comptable que d'elle-même et qu'elle doit être débarrassée, libre de tout programme religieux, politique, moral. Et voilà, c'est la forme qui compte et c'est l'objet esthétique qui compte et qui n'a de leçons à recevoir de personne. C'est comme ça qu'on crée, qu'on invente, qu'on fraye de nouvelles voies, etc. Qu'on a une totale liberté de création sans aucune injonction d'aucune sorte. Et ça, c'est un statut que moi-même j'ai défendu en tant que professeur de littérature, etc. Mais depuis Black Lives Matter, depuis MeToo, depuis ce fameux wokisme maintenant que je vais revendiquer, au lieu de dire que voilà, c'est une insulte, j'en suis fière, que depuis ce fameux wokisme et de ces luttes, qu'on va dire, on dit d'extrême gauche, mais en réalité c'est la gauche qui est là. C'est l'égalité. Voilà, c'est le désir d'égalité et de justice sociale. Il me semble que c'est la gauche. On n'a pas besoin d'être radical pour vouloir ça, pour souhaiter ça. C'est prendre la question démocratique à sa racine, la radicalité, qui est l'égalité. Voilà. L'égalité sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, et comme de genre. dit toujours cette politiste que j'aime beaucoup, Rejane Sénac, il n'y a pas de liberté sans égalité, c'est tout. Bon. Donc, commençons par là. Alors, ce statut de l'œuvre d'art qui brillait de toute sa splendeur et de son autonomie et de son indépendance agrandit parallèlement le statut de l'auteur qui devait être intouchable. Et d'ailleurs, c'était exactement la phrase fatale de Benoît Jacot quand il a été filmé, ce fameux clip qu'on a vu. Voilà, qu'on a, le cinéaste. Donc j'ai oublié, c'était Judith Godrèche, dans Les enfants qui ont été malmenés. Il a dit très clairement, bon ben voilà, moi c'était la politique des auteurs, on était tout puissants, et c'était l'alibi parfait pour séduire des petites filles. Pour accomplir mon désir sans limite. Voilà, sans limite. Bon. Alors là, on se rend compte que tout d'un coup, ce qui a été le socle de notre modernité, quelque chose qui avait du bon, enfin je veux dire qui était plutôt souhaitable, est devenu petit à petit un prétexte, un alibi pour commettre l'artiste Claude Lévesque, par exemple. Bon, il y a des exemples en masse. Et ça, c'est un chantier considérable. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut repenser ce statut en conservant, parce que c'est très important, la liberté de création, mais de le mettre en perspective avec une question, alors je vais dire le mot qui fâche, une question morale, parce que la question morale, elle est politique. Et là, il faut, mais ça, une fois de plus, moi, je ne peux pas faire ça toute seule. J'aimerais fédérer autour de moi, dans les mois qui viennent, quelques personnes, j'ai besoin de philosophes, parce que c'est une question philosophique, pour repenser de fond en comble cette question, parce qu'elle est urgente et elle est surtout fondamentale. Elle rejaillit dans toutes les guerres culturelles que vous pouvez trouver en ce moment. Mais c'est un chantier colossal. Voilà. Vous venez de dire une question morale. Est-ce qu'au fond, il ne faudrait pas appliquer à cette question-là, de l'art et de la création, ce qui est au cœur des enjeux démocratiques en politique, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. Ce sont les moyens qui déterminent les fins. Et ça vaut pour
toutes sortes de visions politiques qui, dans l'obsession des arguments qu'elles se donnent pour conquérir le pouvoir, balayent les précautions, les prétextes, et puis du coup, il y a de grands chagrins politiques derrière. Oui. Et au fond, cette finalité de la liberté de création ne peut pas s'autoriser de n'importe quel moyen. Ben ça, c'est justement ce qu'il faudra discuter. Non, je crois qu'il y a, en effet, il y a des limites. Oui. Il y a des limites, mais il faut bien voir lesquelles exactement et dans quelles circonstances. C'est très compliqué. Oui. Est-ce que, alors c'est devenu un peu cliché, mais est-ce que la limite, puisque nous parlons beaucoup quand même d'une question qui concerne les hommes, oui. Et vous le rappelez dans votre œuvre, il y a une bonne question en trois interrogations sur les films, sur les femmes. Est-ce que vous, dans un film, vous avez... Le test de Bechdel. Oui, le test, voilà, j'ai oublié oui, là. Oui. Est-ce qu'il y a une femme qui... Une héroïne, est-ce qu'elle parle avec une autre femme d'autre chose que d'un homme, etc. Et très vite, vous vous rendez compte que tout le monde sort, oui. Et qu'il n'y a quasiment pas de film qui répondrait positivement au test de Bechdel. De la même manière que vous citez un film de Claude Sautet avec Yves Montand et Romy Schneider. César et Rosalie. Et où en fait elle est toujours à la cuisine. Ben oui, elle passe les cafés. Ils sont tous les deux hommes se disputent, voilà, sont amoureux de cette femme, mais en fait... Mais à l'époque, c'était passé pour un film... presque subversif, parce que au fond, elle c'était une femme soi-disant libre entre deux hommes, mais elle était libre, mais enfin, elle passait les cafés et elle faisait le whisky, enfin, elle versait les verres de whisky. C'est très très impressionnant quand on voit ça aujourd'hui. Oui, ça aussi, les États-Unis ont importé ça, le male gaze, pour comment le cinéma voit ça. Mais je disais, c'est peut-être un peu cliché, mais est-ce que dans vos recherches, puisque vous avez lancé un appel là, à faire une sorte d'atelier, est-ce que la boussole ne serait pas cette phrase et qui est au cœur quand même de notre présent, cette phrase que fait dire Camus à son père, « Un homme, ça s'empêche ». Et est-ce que, au fond, le monde que nous avons à affronter aujourd'hui n'est-il pas un monde, appelez ça le capitalisme du désastre, pas que moi, Naomi Klein et d'autres, au fond, c'est un monde où ces hommes, parce que c'est un monde d'hommes, ne veulent plus s'empêcher. Mais moi, ce que j'aimerais plutôt qu'ils s'empêchent, c'est qu'ils veuillent autre chose. C'est ça ce que j'aimerais. Et j'aimerais bien qu'ils viennent parler avec les féministes. Vous savez, quand MeToo a éclaté, c'était sidérant, parce que, bon, ça a été planétaire. 12 millions de posts sur Facebook en 24 heures. Enfin, je veux dire, ça a été une explosion. C'était très impressionnant. Et autour de moi, comme autour de vous, je suppose, d'ailleurs vous dites même assez humblement qu'à chaque fois ça vous sidère. Bon. Quand c'est arrivé, il y avait très peu de femmes qui étaient étonnées, puisque toutes les femmes, enfin je crois, toutes les femmes ont connu quelque chose comme ça. Et vous le dites, toutes les petites filles savent. Voilà. Mais bien sûr, on le sait, on le sait. Est-ce que je peux, bon, je vais finir ma phrase, mais j'aimerais vous raconter une histoire après. Allez-y. Toutes les petites filles savent ça, bien sûr. Mais tous les hommes étaient sidérés. En disant, mais j'aurais jamais cru. Mais sincèrement, je ne mets pas du tout en doute leur sincérité. Mais j'ai envie de leur demander, vous avez une femme, vous avez une sœur, vous avez une mère, vous avez des filles. Vous leur parlez? Vous savez quelle est leur vie? Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'au lieu de s'empêcher, ils veuillent un avenir commun avec les femmes. Vous voyez? Un avenir commun. Ça, ce serait bien. La petite histoire que je veux vous raconter, si on a le temps, ça date de ce matin, ça m'a beaucoup frappé. Je sortais ma chienne, bon, très bien, il était 8h, quelque chose comme 7h30, je ne sais plus. Et j'avais devant moi une petite fille qui attendait que le feu passe au rouge, comme on lui a appris. Le feu passe au rouge et je vois qu'elle ne traverse pas la rue. Et je me dis, c'est une petite fille, elle rêvasse. Ça rêvasse, les petites filles. Pas du tout. Il y avait des cyclistes qui arrivaient et elle savait déjà que les cyclistes allaient enfreindre le code de la route et passer au rouge. Elle a attendu que les cyclistes passent et elle a traversé la rue. Bon. Alors, j'entends d'ici que demain, dans les réseaux sociaux, dans lesquels je ne suis pas, le diable lui-même m'en préserve, on va dire, ah oui, la wokiste Laure Murat ne sait pas que les cyclistes peuvent traverser au rouge.
dans certaines conditions uniquement. Et là, ce que je pense, c'est que quand on a des privilèges et des passe-droits, comme les cyclistes, et les privilèges et les passe-droits, c'est un chapitre que je connais bien, puisque c'est exactement de là où je sors, hein, d'où je sors. Donc je connais tout, hein, les mécanismes, les stratégies, les justifications, tout ça. Donc, quand on a des privilèges et des passe-droits, comme c'est le cas des cyclistes, des hommes encore dans notre société, il faut redoubler de vigilance, parce que moi je serai toujours du côté de la petite fille, toujours. Qu'est-ce qu'il y a de plus démuni qu'une petite fille? Et moi ce que je veux, c'est que le cycliste regarde et s'aperçoive qu'il y a une petite fille, qu'elle veut traverser la route, la rue, pour aller à l'école. Voilà. Donc ça, je crois que, une fois de plus, l'hypervigilance, et je le prends pour moi aussi, parce que je continue à être quelqu'un de privilégié, qui a des passe-droits. Je suis passé d'une élite à une autre, moi. Je suis pas... On a voulu faire de mon livre une sorte de transfuge de classe à l'envers. Ça n'a rien à voir avec tout ça, évidemment. Bon. Donc, soyons conscients de nos privilèges en tant qu'homme, en tant que professeur d'université, en tant que ce que vous voulez, mais redoublons de vigilance. Nous avons des droits, mais on a aussi des devoirs, pardon pour le cliché, et faisons attention aux plus démunis. Ça, j'y tiens beaucoup. Merci Laure Murat. Merci beaucoup. À vous. Merci infiniment. Mediapart.